Je souffre plus. Dans mon village, on dit, l'enfant qu'on envoie beaucoup à la source puiser de l'eau n'aura jamais soif. Mais les enfants qui sont assis à la maison et qu'on caresse, qu'on dorlote, qu'on cajole, mais la vie sera brutale. Je préfère qu'on me brutalise maintenant, avant que j'arrive dans la vie. Parce que quand je vais arriver dans la vie, la brutalité de la vie va me choquer. Voilà. Et je pense pas, certaines personnes disent que ce n'est pas bien, parce que ça pose aussi un problème de droits de l'homme et autres. Mais non, quand on le dit, c'est pas qu'il abusait de nous. Non, non. C'est un papa aimant. Quand quelqu'un a été toujours parmi des gens qui sont limités et qui ne dépassent pas leurs limites, il apprend à être limité. Le manque de moyens, c'est le meilleur moyen pour ne plus manquer de moyens. Le manque de moyens, c'est le meilleur moyen pour ne plus manquer de moyens. Parce que quand tu manques de moyens, le fait de manquer de moyens, c'est le meilleur moyen pour t'amener à ne plus manquer de moyens. Parce que quand tu manques de moyens et que tu es dans ton dernier retranchement, si on vous pourchasse et que vous reculez jusqu'à arriver à une falaise, vous avez le choix de vous suicider ou bien de vous battre. C'est vrai. Mais si vous vous suicidez, vous êtes tout perdu à 100%. Si vous vous battez, vous pouvez gagner. Vous avez une chance de gagner. Voilà. Je dis souvent que je n'ai pas écrit un livre. J'ai créé un outil, prospecter sans se faire rejeter. Parce que quand je suis rentré d'Afrique du Sud, j'ai développé avec mon épouse une entreprise de MLM. Et après, lorsque l'entreprise de MLM a fait faillite, j'étais obligé de fuir mon pays à cause des créanciers sur l'instigation de ma soeur cadette. Et je suis parti au Tchad. C'est au Tchad que j'ai commencé à... Au Tchad, arrivé au Tchad, j'avais des dettes de 30 millions. Et il fallait rembourser les dettes. Je n'avais rien. Mais je me suis dit, je dois prospecter. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de recevoir ici un monsieur que je respecte beaucoup. Un auteur, un conférencier, un motivateur, un formateur, un transformateur. Il a formé plusieurs commerciaux. Il a accompagné plusieurs entrepreneurs qui génèrent aujourd'hui des milliers de chiffres d'affaires, des millions de chiffres d'affaires. Recevez ici M. Roméo Chouaké, entraîneur d'excellence. Comment allez-vous? Mais tout va bien. Je suis en forme et en force. Ok. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici au Burkina Faso. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Le pays des hommes intègres. Merci de me recevoir sur la terre des hommes intègres. Merci beaucoup. On dit que la répétition est pédagogique. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Oui, me présenter, pour moi, c'est comme l'occasion de donner un présent. Voilà, le cadeau que j'apporte à l'humanité, c'est celui de la transformation pour que chaque personne qui est en vie sache que il ou elle est un don de Dieu pour le monde. Et mon don de Dieu pour le monde, c'est l'entraînement à l'excellence. Comment transformer l'ancien monde en nouveau monde? Le meilleur moyen de transformer l'ancien monde en nouveau monde, c'est de devenir un homme nouveau. Et donc, je suis Roméo Chouaké, entraîneur d'excellence. Voilà, créateur d'outils et d'instruments permettant de provoquer l'homme nouveau dans l'ancien homme pour qu'il transforme l'ancien monde en nouveau monde. Et donc, si vous êtes malade, vous allez certainement savoir que la guérison est le miracle de la maladie. Mais si vous êtes pauvre, vous allez savoir que la prospérité est le miracle de la pauvreté. Exactement. Et donc que c'est vous qui êtes l'auteur et l'acteur, le provocateur de la providence qui va permettre d'en arriver à ce résultat. Et moi, je passe tout mon temps à entraîner les gens, les commerciaux, les réseauteurs, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les dirigeants, à changer leurs résultats. Vous faites un excellent boulot. Merci. Vous faites un excellent Merci d'apprécier. Oui. J'ai remarqué que vous n'aimez pas qu'on vous appelle coach. Je sais que beaucoup vous appellent coach comme cela. J'en ai remarqué. Oui. Pourquoi vous n'aimez pas porter ce titre? Oui. Plutôt que prendre entraîneur d'excellence. Alors, peut-être que c'est lié à mon parcours. Ok. Lorsque j'ai commencé à donner des formations, encadrer les gens, motiver, franchement, mais c'était en 2001.
déjà en 2001. À l'époque, on n'entendait pas trop coach comme ça. Oui. Bon, mais j'étais en Afrique du Sud. Ok. Après, dans mon parcours, je suis allé dans un pays où, pour qu'on vous appelle coach, vous devez passer par des certifications. Voilà. Ok. Et j'avais eu à faire 5 ans dans un institut en Afrique du Sud. Là, c'était pour la motivation. Et je me suis dit, mais ça ne sert à rien de usurper un titre de coach. Lorsque j'ai eu les difficultés que j'ai eues, j'ai connu une faillite, j'ai eu un diagnostic médical, je me suis relevé de beaucoup de situations qui pouvaient tuer quelqu'un. Wow. Et j'ai trouvé ma voie au cœur de ce désarroi. Super. Et je me suis dit, est-ce que ça suffit d'enseigner les gens? Parce que quelqu'un qui est renseigné peut bien enseigner. Une personne qui est renseignée peut bien enseigner. Peut bien enseigner. Voilà. Donc aujourd'hui, là, je peux vous donner 3 livres. La nuit, vous passez le temps à bien lire les 3 livres. Demain, vous allez enseigner dessus. C'est vrai, c'est Bon. vrai. Mais est-ce que le message que vous transmettez aux gens, vous êtes devenu ce message-là? Donc, je vois beaucoup des gens qui donnent des leçons. Bon, c'est ça un enseignant, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, c'est un enseignant. Mais je dis que, est-ce que tu veux enseigner ce qui t'a saigné? Ça, c'est trop fort. C'est trop fort. Ah, si ça ne t'a pas saigné, tu n'es pas digne d'enseigner. Ok. Parce que le Seigneur a saigné. Wow. Et donc moi, si je dis à quelqu'un, Monsieur Denis, ton diagnostic médical n'est pas ton pronostic final, parce que la personne souffre de cancer, eh bien, ce n'est pas un discours, ce n'est pas un message, c'est parce que j'ai guéri du cancer. Wow. Si je dis à quelqu'un de prospecter sans se faire rejeter, ce n'est pas un discours. C'est pas une leçon. Oui, oui. C'est pas un enseignement. Oui, oui. C'est du vécu. C'est une expérience. C'est une expérience que je partage. Et je suis prêt à descendre dans la rue avec la personne, à aller faire du porte-à-porte avec les gens, et je leur dis, donne-moi ton produit. Regarde comment je vends. Donc, voyez, mais je connais des gens qui se font de l'argent à montrer aux gens comment vendre. Mais vous pouvez lire ça dans un livre. Oui, Hein? oui, c'est vrai. Alors que vous-même, vous avez vendu pour combien? Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas bien de se bomber le torse pour dire, voilà ce que j'ai réalisé. Mais les gens peuvent vérifier. Il y a un parcours. Donc, je n'ai pas seulement un discours. Wow. Ce que j'ai, c'est un parcours. C'est un parcours. Et je ne donne pas des cours. Wow. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je dis ça parce que de nos jours, vous allez voir des jeunes, lorsqu'ils vont lire 2-3 livres en développement personnel, ils vont commencer à s'arroger le titre de coach. Vous allez voir des coachs partout. Hein. Non. Aujourd'hui, de nos jours, on ne peut pas compter les coachs. Hein. Mais vous savez, en même temps, je suis en joie de voir qu'il y a de l'émulation. Chacun veut. Peut-être que le marché va trancher. Okay. Parce que après, qu'est-ce qui peut faire durer, par exemple, entre guillemets, un coach sur le marché? Ce sont des résultats. C'est les résultats. Voilà. Alors, donc, les gens qui sont en train de s'arroger le titre de coach, bon, bienvenue. On verra si leurs clients auront des résultats durables, okay. N'est-ce pas? Et donc, voilà. Donc, ça veut dire que beaucoup vont se reconvertir. Entraîneur, j'ai vu que vous avez commencé depuis 2001. Oui. En ce moment, vous aviez quel âge environ? En 2001, j'avais dans les 23 ans. 23 ans. Vous étiez quand même jeune. Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui a créé ce déclic-là? Voilà. Vous voyez, à l'école, au secondaire, surtout, mes camarades de classe venaient beaucoup vers moi. À l'âge de 11 ans, mon père
a eu la sagesse de me prendre en tant que fils aîné et m'envoyer chez un de ses amis policiers. Wow. Mon père était francophone, son ami était anglophone. Donc à 11 ans, je suis allé vivre dans une famille anglophone. Je suis devenu anglophone à 11 ans, alors que j'étais francophone. Wow. Mais pourquoi je raconte cette histoire? Parce que l'ami de mon père, je n'ai jamais vu un homme aussi sévère. L'ami de mon père était brutal et violent. C'était un parent brutal. Yes. Voilà, il vous brutalisait, il ne blaguait pas. Et du coup, mon comportement à l'école a été excellent, au-dessus de l'excellence. C'est-à-dire que... Ça vous a aidé? Oui, bien sûr. Non, ce papa nous a traités comme des militaires. Chez nous, on ne réveillait pas un enfant. Voilà. Chez nous, moi par exemple, je devais laver sa voiture et nettoyer tout le sol de la maison avant d'aller à l'école. À 7 heures, je devais être assis en classe. Mais on ne vous réveille pas. Non. Et je vous dis... Il faut te réveiller tôt d'abord. Tu te réveilles, c'est-à-dire, tellement que la seule fois où tu as commis l'erreur de ne pas te réveiller, voilà, tu reçois une leçon qui te motive à ne plus jamais commettre l'erreur. Quelle est cette leçon alors? Non, c'est une leçon de chicotte, c'est une leçon administrée avec force par un policier musclé, un sportif qui peut imaginer un baraqué sur un enfant de 11 ans, de 12 ans. Mais vous ne répétez plus l'erreur, hein, vous vous mettez au pas. Et ça m'a fait du bien parce que je suis devenu très concentré. Wow. Oui. Au point où, quand je finis de laver sa voiture et laver le sol, si je suis en retard, moi j'ai trouvé des raccourcis pour arriver au collège que les enfants ne connaissaient pas. Hein? Mais j'étais à l'heure. Je n'ai jamais été en retard à l'école. Je n'ai jamais eu 1 heure d'absence à l'école. J'étais toujours le premier de la classe. Et je n'étais pas le premier avec des notes ordinaires. C'est-à-dire que plusieurs enseignants viennent à la fin des examens et ils disent, voilà les notes. Ceux qui veulent la correction, vous prenez la copie de Chouaké, photocopier sa copie. C'est la correction. Parce que oui, le gars. Mais si je vous dis, ce n'est pas vraiment... Et je remercie ce papa-là. Il nous a formatés. La rigueur dans le travail. Mais je vous dis donc, dans ça, à l'école, beaucoup d'amis venaient vers moi. Vous voyez? Ce qui veut dire qu'à l'école, j'avais des camarades de classe, mes aînés, que j'encadrais. J'ai dit à quelqu'un, non, ça tu dois faire comme ça. Ça, pourquoi tu as fait ceci comme ça? Mais tu dors à quelle heure? Tu te réveilles à quelle heure? Chez nous, mais nous on était chez un policier, quand tu finis de laver ton linge, tu le sèches au soleil. Quand tu le retires, tu le repasses. Tu le ranges. C'est que quand il entre dans ta chambre, ça veut dire que la discipline même, vous l'avez appris depuis le bas âge. C'était un traumatisme positif. Et quand il trouve quelque chose de déplacé, il se tourne vers toi et il te dit, toi-même tu sais ce qui t'attend. Toi-même tu te places tranquillement et il te donne la correction. Là, il y avait toujours une correction. Et elle était physique. Elle était douloureuse. Et ça nous a mené à ne plus... On était rangés, concentrés. Même quand les enfants disaient, allons jouer au football, je leur dis, j'ai 45 minutes. Voilà. Et je joue abondamment mes 45 minutes. Même s'il y a quoi, je me retire. Parce que j'ai un truc à faire à la maison. Parce que, voilà. Et le monsieur nous a préparés. Je pense que mentalement aussi, il nous a beaucoup préparés. Donc, ça fait que j'étais toujours en train d'encourager les gens. J'étais toujours en train d'expliquer aux gens. J'étais toujours en train de montrer des méthodes aux gens. Et bon, voilà, après, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'avais déjà 20 ans. J'ai découvert à la télévision le métier de motivational speaking. Et j'ai dit, mais attends. Donc, quelqu'un a le métier d'encourager les autres, de montrer aux autres des méthodologies. C'est mon métier. Et bon, j'ai persévéré. Donc, depuis 2001, j'ai commencé à gagner de l'argent en faisant ce boulot-là. Et je n'ai jamais changé. Waouh. Donc, ça veut dire que le milieu que vous avez vécu, ça vous a beaucoup aidé? Oui. Ça pouvait briser un autre enfant. Oui. Un autre enfant pouvait être traumatisé. Devenir récalcitrant. Voilà.
Parce que justement, moi, j'étais un enfant adoptif chez mon papa anglophone. Mais parmi ces enfants biologiques, qui étaient mes frères, il y en a qui ont dit, on est seulement des rebelles. Et pourtant, non, ils ont trouvé le papa très méchant. Voilà. Ou bien rigoureux. Ils ont ou bien développé le papa ne les aime même pas. Voilà. Et pourtant, moi, j'ai eu la lucidité de croire que... Vous avez utilisé ça de façon positive. Exactement. Eux, ils ont exploité le côté négatif. Ils ont dit que c'est une méchanceté. Pourquoi? Et donc, ils ne se sont jamais entendus avec le papa. Ouais, parallèlement, moi, et depuis mon bas âge, moi, j'ai pas vécu avec mes parents. Hein. Wow. J'ai vécu chez mes oncles. Ouais. Et après, moi, j'ai trouvé que ça m'a beaucoup aidé. Oui. Parce que quand j'étais petit, on a dit qu'on me maltraitait. Voilà. Donc, quand on dit qu'il faut renvoyer l'enfant chez ses parents parce qu'il est en train de souffrir chez ses oncles. Non. Mais ça m'a forgé à tel enseigne que je ne suis pas paresseux. Ça veut dire que les travaux qu'on me donnait de faire, d'aucuns disent que non, il est jeune et puis on lui donne tous ces travaux. Avec le temps, ça fait que ça, quand j'ai grandi, ça m'a beaucoup aidé. Quand je fais moi-même mon propre travail, moi je ne souffre plus. Exactement. Je souffre plus. Dans mon village, on dit, l'enfant qu'on envoie beaucoup à la source puiser de l'eau n'aura jamais soif. Mais les enfants qui sont assis à la maison et qu'on caresse, qu'on dorlote, qu'on cajole, mais la vie sera brutale. Je préfère qu'on me brutalise maintenant, avant que j'arrive dans la vie, parce que quand je vais arriver dans la vie, la brutalité de la vie va me choquer. Voilà. Et je pense pas, certaines personnes disent que ce n'est pas bien, parce que ça pose aussi un problème de droits de l'homme et autres. Mais non, quand on le dit, c'est pas qu'il abusait de nous. Non, non. C'est un papa aimant. Il vous arrive avec des chaussures, mais il te dit la chaussure là, tu ferais mieux qu'elle soit propre et rangée. Tranquille. Voilà. Et donc, il n'a pas tort. Il t'achète un vêtement, il te dit, mais est-ce que tu sais que l'habit ici que tu as jeté là, au sol là, tu sais comment moi j'ai travaillé des mois, mon salaire que j'ai pris pour aller t'acheter des vêtements? Mais alors, c'était une manière de nous apprendre la vie. Aujourd'hui, on n'arrive plus à apprendre la vie aux enfants. Parce que les mamans, les tantes sont toujours après nous pour dire « Oh, vous avez fait quoi aux enfants ?» Mais les enfants doivent comprendre que ce que nous avons vu dans la vie va leur arriver. Et si on ne les prépare pas, c'est dangereux. Est-ce que vous êtes d'avis avec moi qu'un enfant qui n'a pas vécu avec ses parents a une grande probabilité de réussir sa vie et que quelqu'un qui a vécu avec ses parents? Je suis là devant vous. Vous savez pourquoi? Je crois qu'en tant que père aujourd'hui, nous avons tendance à priver nos enfants de leur traversée du désert. L'enfant qui n'a pas grandi avec ses parents traverse son désert à l'insu des gens. Okay. Et lorsqu'il accède au jardin, les gens sont étonnés. Mais l'enfant qui grandit avec ses parents est toujours dans le jardin jusqu'à ce qu'il entre au désert. Mais quand il entre au désert, c'est des cris partout. et donc, je ne souhaite pas que les gens donnent leurs enfants ailleurs pour être éduqués. Mais, vous voyez, les Donald Trump, tous ces gens, il a été à l'académie militaire. Wow. Donc, le papa le prend et l'envoie quelque part. Je crois que la formation des princes, par exemple, n'est pas toujours faite par le roi. Parce que dans la formation d'un prince, il y a les précepteurs, il y a les encadreurs, il y a les tuteurs, il y a les répétiteurs. Ce n'est pas toujours le roi qui éduque le prince. Qui éduque le prince. Vous voyez, on est étonné aujourd'hui de voir que le prince devient un roi, mais il y a toute une communauté de formateurs autour du prince. Alors, nous, on a tué nos princes en les gâtant de cadeaux et de vie facile. Voilà, il est temps qu'on revienne un peu. Mais ça me dit même que dans notre société, le prince, lui qui va remplacer le roi, il n'est pas dans la même maison que le roi. Mais oui, c'est comme ça. Ça veut dire que quand il commence à grandir, on le met à part. Dans mon village, le fils du roi, qui est le plus négligé, faites attention, il sera roi. Parce que le roi permet à un de ses enfants d'aller à la chasse avec les chasseurs,
d'aller faire de l'agriculture avec les agriculteurs, d'aller à la pêche avec les pêcheurs, parce que comment voulez-vous diriger le royaume sans avoir vécu un peu ce que les gens ressentent dans le royaume? Et donc, un prince gâté, ce n'est pas lui qui va bien administrer dans la logique des gens de mon village. Donc, je crois que les parents gagneraient à exposer leurs enfants à un peu plus de difficultés. À un peu plus de difficultés, même si cela est encadré en évitant des risques. Mais voilà, c'est mon point de vue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour terminer sur ce sujet, je pense qu'une fois on a échangé, vous avez dit qu'en Afrique, si un enfant atteint 20 ans, normalement on doit le faire sortir de la maison. Il n'a qu'à se débrouiller. Oui. Ouais, vous savez, regardez un peu. Ici au Burkina Faso, l'armée a le droit de vous prendre à 18 ans, vous former au maniement des armes. Oui, oui. Vous déployer. C'est vrai. Et vous donner l'autorisation de tuer pour défendre ce pays. À 18 ans. Oui, à 18 ans, c'est possible. Et alors, si l'armée peut prendre un garçon de 18 ans et lui donner une arme pour défendre le pays, c'est qu'à 18 ans, mon fils est prêt. Mon fils devrait vivre seul. À 18 ans. Parce que les parents agissent comme s'ils seront là éternellement. C'est un problème de l'éducation. Il faut être constamment en train de placer l'enfant devant ses responsabilités parce qu'un jour, il peut se retrouver seul. Et il va continuer aisément. Et donc, c'est ça. C'est pour cela que je dis que 20 ans, je vois même des gens à 30 ans chez des parents. 33 ans. Non, non. Il se lève, il se balade, il vient trouver qu'on a fait le petit mettre déjeuner. à la porte. Il mange, à midi, il tourne, il revient manger. Le soir, c'est lui qui demande est-ce que la nourriture est prête. Non, il faut le mettre à la porte. Parce que quelqu'un de 20 ans qui ne peut pas se nourrir lui-même, mais est-ce qu'il sera un homme? Est-ce qu'il va s'en sortir? Et vous voyez quel problème je pose. Aujourd'hui, il y a un fléau. Je ne sais pas si c'est le cas au Burkina Faso. Lorsque les jeunes de 25 ans ne font pas de fiançailles, vous savez le problème que ça pose? Parce que les jeunes filles attendent d'être mariées. Elles ne trouvent pas de mari. Elles ne trouvent pas de mari. Et donc, lorsque les jeunes filles ne trouvent pas de mari, les garçons qui ne se mettent pas au travail pour prendre femme sont quand même en train de les distraire. Au lieu de se distraire, il fallait mieux se responsabiliser et vivre ensemble officiellement. Ça cause des torts terribles actuellement dans notre société. C'est vrai. Il faut préparer surtout les garçons à se responsabiliser, à gagner leur pain quotidien. Parce qu'à 25 ans, le garçon est toujours chez ses parents. Bon. Il va prendre soin de qui? Enfant de qui? À quel moment maintenant? Vous voyez ce qu'il veut dire? Et pourtant, il est démontré que même le sein maternel qui a donné des bébés, nos mamans qui ont donné 5, 6, 7 bébés, c'est parce qu'elles ont donné le premier bébé entre 18 ans et 25 ans. Ben oui. Il faut que certaines personnes vont prendre ceci comme étant un argument sur lequel on peut faire des débats. Oui. Mais croyez-moi, il est temps de se responsabiliser, de faire des enfants, de bâtir une famille, de fonder un foyer, de se réaliser. Ça demeure la colonne vertébrale de la société. Wow. On ne va pas faire du désordre comme ça. Voilà. Quelqu'un à 30 ans n'a pas encore une fiancée. C'est pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, quelqu'un comme ça, on s'occupe de lui. Mais dis, le papa qui s'occupe de toi à 30 ans, à ton âge, il avait déjà des enfants. C'est vrai. Donc, il faut faire mieux que ce papa. Pourtant, s'il avait commencé à 18 ans, 5 ans c'est trop. Mais attends, il était posé et là maintenant il choisit sa femme et tout devient simple quoi. Oui. Il y a tellement de frustration des jeunes qui sont même amoureux d'une fille
Mais l'amour est une responsabilité. Mais entraîneur, vous ne voyez pas un peu que avec l'université, si tu vas suivre le cursus scolaire jusqu'à avoir la licence ou bien le master, tu serais déjà à 25 ans, 27 ans. Non, non, Oui. non. Le bac à 17 ans et le master à 22, 23 ans. C'est comme ça aujourd'hui. Les enfants ont le bac de plus en plus jeunes. Il y a des bacs à 16 ans. Ça veut dire qu'à 21 ans, quelqu'un a un master. Je connais même un médecin qui a 21 ans. Avec master. Médecin bac plus 7, oui. Wow. Vous comprenez? L'école n'est plus... Quand on a regardé, les gens de ma génération, bon, j'ai eu le bac à 17 ans. Mais j'ai le bac depuis plus de 30 ans. On est d'accord? Mais après nous, là, il y a des générations d'enfants qui ont le bac à 15 ans. Bon, même si quelqu'un est en retard et qu'il a le bac à 18 ans, oui. Donc à 23 ans, il a le master, non? Il doit avoir le master. Voilà. Quand il a le master à 23 ans, supposons que c'est un garçon, entre 25 ans et 30 ans, il devrait savoir ce qu'il a envie de faire. Franchement. Mais même pendant qu'il fait le master, là, il doit quitter la maison des parents. On n'économise pas en gardant l'argent du loyer pour rester chez son père. Wow. Non. Partir de chez tes parents, c'est le premier pas pour réaliser ta vie. Il vaut mieux aller louer quelque part. Quand tu es en difficulté, tu viens manger à la maison. Oui. Ça, c'est encore mieux. Oui. Mais tu es en train... Ma soeur cadette, quand je suis devenu chef d'entreprise, 24-25 ans, j'ai pris ma soeur cadette. Elle était mon assistante commerciale. Elle a vécu chez moi 1 an et la deuxième année, c'était la peine. Mon nom dans la famille a été complètement éclaté. Parce que les gens sont allés dans le sens de mon épouse. C'est mon épouse qui me contraint. J'ai dit, mais... Non. Et puis, bon, quand elle vivait chez moi, mon épouse n'était pas là. Mais, elle témoigne aujourd'hui d'avoir occupé une pièce vide, d'avoir mis un lit là, d'avoir mis un téléviseur, un frigo, d'avoir équipé une cuisine en 1 an. Maintenant, elle était fière d'être chez elle. Et quand ma maman venait en ville, elle ne restait plus chez moi. Elle avait une deuxième maison où elle devait. Ouais. Alors, donc, mais si elle était restée chez vous? Non, ça s'appelle développement. Il faut développer quelqu'un. Donc, je crois que... mais les gens qui ont le choix doivent savoir que le choix là est un mauvais choix. Il ne faut pas donner le choix au choix de faire le choix pour ton choix. Fais ton choix. Mais parce que tu penses que tu es chez papa, tu es chez maman, parce que la vie est belle. Mais dans la vie, souvent, il y a des surprises. Tu ferais mieux de profiter de l'équilibre des parents pour te retirer. Parce qu'ils peuvent te soutenir au cas où tu dérapes. Mais déjà, exactement, tu es en train d'apprendre à marcher. C'est vrai. À voler de tes propres ailes. C'est vrai. Mais partout au monde entier, c'est comme ça. Lisez les histoires des grands hommes. Personne n'était quelqu'un qu'on a encadré indéfiniment, pardon. C'est des gens qui ont commencé à prendre leurs responsabilités tôt. Allez. C'est des gens... Comment vous allez découvrir sans explorer? La maison dans laquelle vous êtes né. 30 ans après, vous êtes là-bas. Ça ne va pas. C'est pas normal. Non, il faut bouger. C'est pas normal. Je suis un avocat défenseur des gens qui ont quitté le cocon familial. Parce que quand on quitte le cocon familial, on apprend beaucoup. On apprend sincèrement. Vous n'aurez jamais appris autant que lorsque... Parce que lorsque vous sortez du cocon familial, moi par exemple, mon tuteur était tellement sévère que la nuit ne m'a jamais trouvé à l'extérieur. Et donc quand je suis resté jeune dans mon coin, j'appliquais la même règle. Je rentrais à temps. Attends, tranquillement. J'étais responsable, j'étais concerné par mon avenir. Je me demandais, mais si je fais comme les autres, je compte sur qui? Est-ce que je ne vais pas me battre et m'en sortir? Parce que là, les autres là, ils savent sur quoi ils comptent. Mais moi, je ne sais pas sur qui compter actuellement. Mais mon papa était vivant. Et mon papa, un jour, dit à ses amis, si je devais renaître, j'aurais aimé être un enfant comme Roméo.
Wow. Mon père m'a dit ça, a dit ça de moi. Donc en fait, il a vu que voilà un enfant très concerné par son avenir, la concentration, la recherche. Quelqu'un qui ne dit pas, mais vraiment, comment je vais faire? Mais il apporte au moins une petite solution. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire aux enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des enfants, mais qui sont des bébés, à qui on doit donner du lait maternel, et qui fonctionnent comme des handicapés. Non, mais franchement, C'est pas normal. c'est pas normal. C'est pas normal. Ok. Et maintenant, ce que je veux savoir, à travers votre remarque de façon générale, parce que vous avez parcouru plusieurs pays en Afrique et puis hors de l'Afrique. Ça, c'est le 30e pays. Le 30e pays. Waouh. Félicitations à Je vous. vous en prie. Le problème de la jeunesse africaine aujourd'hui, beaucoup accusent le manque de moyens. Est-ce que c'est le manque de moyens ou bien c'est une question de mentalité? C'est vrai qu'on a un peu abordé ça. C'est une question de... Ouais. D'état d'esprit. D'état d'esprit. Et c'est une question d'environnement. Ok. C'est une question de formatage et de conditionnement. Si on prend votre cerveau, on met dans un congélateur, hein, il ne va plus fonctionner. Il ne va plus donner les résultats qu'un cerveau peut donner. C'est vrai. Donc c'est l'image que j'emploie pour parler de conditionnement. Quand quelqu'un a été toujours parmi des gens qui sont limités et qui ne dépassent pas leurs limites, il apprend à être limité. Le manque de moyens, c'est le meilleur moyen pour ne plus manquer de moyens. Le manque de moyens, c'est le meilleur moyen pour ne plus manquer de moyens. Parce que quand tu manques de moyens, le fait de manquer de moyens, c'est le meilleur moyen pour t'amener à ne plus manquer de moyens. Parce que quand tu manques de moyens et que tu es dans ton dernier retranchement, si on vous pourchasse et que vous reculez jusqu'à arriver à une falaise, vous avez le choix de vous suicider ou bien de vous battre. C'est vrai. Mais si vous vous suicidez, vous avez tout perdu à 100%. Si vous vous battez, vous pouvez gagner. Vous avez une chance de gagner. Voilà. Voilà. Donc, c'est le meilleur moyen de ne plus manquer de moyens. Quelqu'un manque déjà de moyens. Si tu avais des moyens, tu ne chercherais plus de moyens. C'est vrai. Si tu manques de moyens, ça veut dire que tu dois trouver les moyens. J'encourage les jeunes à ne pas croire que le manque de moyens est un handicap. Le manque de volonté est un handicap. Hein? Ce n'est pas l'argent dans ta poche, mais c'est la volonté dans ton cœur. Mais les gens n'ont pas de volonté. Les gens n'ont pas de volonté. Voilà. Les gens ne sont pas prêts à se battre, à prendre des risques. Mais celui qui n'a plus le choix, il va prendre des risques. Mais à la fin, il va voir qu'il n'est pas mort. C'est vrai. C'est ce qu'il fallait faire. C'est vrai. Donc son manque de moyens l'a poussé à faire des exploits. Donc l'être humain ne doit pas avoir d'autres alternatives. Non. Les alternatives, c'est pour les héritiers. S'ils ont des options. Voilà. Il y a une maison à Ouaga 2000 pour lui. Il y a une ancienne maison à Pissi pour lui. Oui, au cas où ça marche il pas. peut aller dormir. Des fois même, il dort là-haut. Voilà, moi, des gens comme ça. Mais tant mieux. Mais il ne faut pas que quelqu'un qui n'a pas de moyens suive l'exemple de ce monsieur-là. Non, 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 non. Il ne faut pas suivre son exemple. Il faut se lever et aller chercher la vie. Wow. Oui. Quels sont les types de business qu'un jeune peut se lancer avec les moyens de bord ou bien avec le peu de moyens? Numéro 1, dans mon livre, comment transformer vos idées en argent. Le premier business de tous les business, pas parce qu'il est le plus lucratif, mais le ticket d'accès pour entrer dans le business, c'est ce que les gens mangent, ce que les gens boivent. Vous trouverez toujours un client. Ce que les gens mangent, ce que les gens boivent. Vous allez trouver un client, c'est sûr. C'est sûr. Si on sort là maintenant et vous vendez ce qu'on mange, ce qu'on boit, vraiment vous avez des chances de trouver des clients. C'est vrai. Voilà. Parce que les gens ne peuvent pas s'en passer. Voilà. Donc ça c'est numéro 1. Je regarde souvent les jeunes, je leur dis, mais pourquoi tu es comme ça? Mais dans ce pays maintenant, à l'heure où nous parlons maintenant, savez-vous combien de marmites ont été placées sur un feu dans ce pays aujourd'hui? À l'heure où nous parlons maintenant. Mais demande-toi, qu'est-ce qu'on a mis dans cette marmite? Dangote n'est pas devenu riche en vendant du ciment.
Dangote a commencé par du sel, du sucre, du riz et autres. On n'a pas dit aux gens des tomates. Donc, lorsque tu vas mettre la réflexion en jeu et tu te demandes que aujourd'hui dans ce pays-là, on a mis combien de mamites au feu? Il y avait quoi dans ces mamites? Je parle des pauvres qui n'ont rien. J'ai dit des gens qui dorment dans des maisons en grabat, mais ils ont mis l'oignon dans une marmite aujourd'hui. Ils ont mis du sel dans une marmite aujourd'hui. Et toi, tu es en train de vendre quoi? Wow. Mais un homme qui vend du sel, Dangote, c'est un milliardaire avec le sel. On a tout fait, Dangote n'a pas. Regardez les milliards qu'il a là. Il a nommé sa fille à la tête de ses entreprises alimentaires. Tomates, riz, sel, sucre. C'est sa fille qui est nommée. Les gens consomment chaque jour. J'ai dit que sa fille, il a dit à sa fille, hey, viens ici. Viens. Tu es la CEO de tous ces départements-là. Tout ce qui concerne l'alimentation. Alors que l'homme a créé une raffinerie de pétrole à 20 milliards de dollars, il est resté dans le domaine-là. Wow. Je dis toujours aux gens, hein, et vous voyez, le Burkina fournit l'oignon et l'ail à tous les pays de la côte là. Je crois que c'est l'un des meilleurs oignons et ail de la planète. Oui, j'étais à Koudougou. Koudougou, c'est l'une des villes où l'oignon est plus répandu. Peut-être que vous allez me brancher pour envoyer des conteneurs d'oignons, quoi. Voilà. Alors, donc, je dis que, mais écoute, mais qui peut avoir un produit comme celui-là et il n'aura pas de l'argent? Non, 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 s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Davantage, aujourd'hui, si ce que les jeunes manquent là, j'étais devant Coris Bank aujourd'hui, sans publicité. Le jeune qui m'a abordé pour vendre ses histoires, je lui ai dit, tu as vu, tu n'as pas la bonne méthode. Tu travailles trop, là. Moi, je prends la moitié de ton énergie, je fais 10 fois ton chiffre d'affaires. Il me dit quoi? Je dis, mais regarde comment toi tu es en train de faire. Alors, c'était pour dire quoi? Il vendait quoi? Il vendait des histoires d'électronique, des choses de téléphone. Incassables. Voilà. Oui, je vois. Oh, mais il s'y prenait mal. Je lui ai dit, mais tu as même un problème de formation d'abord. On ne t'a pas formé. Et tu t'y prends mal. Quel est l'objectif que tu vas atteindre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Et j'ai un plan pour aller sélectionner tous ces gens-là et leur montrer comment vendre. Parce que je crois que s'ils ont la méthode, ils vont mieux gagner leur vie. Voilà. Et donc, en fait, je parlais de système de distribution. Les vendeurs à la sauvette, les vendeurs dans la rue, sont juste en train de pourchasser les prospects comme ça là. Oui, oui. Ils n'ont imaginé aucun système de distribution. Je peux prendre l'oignon et je vais au quartier, je sélectionne 100 maisons. 100 maisons. Voilà. Je demande aux mamans de toutes les maisons là, ne vous dérangez plus pour l'oignon. Moi, je viens vous livrer. À la maison ici. Je découpe pour vous si vous voulez. Hein? 100 maisons. Tranquillement. Hein? Parce que tout le monde consomme. Oh, j'ai dépassé un fonctionnaire. Au lieu qu'ils partent brûler leur carburant. Ne perdez plus du temps. Je viens ici, vous me dites coupe 3 ou 15 ou 10. Je découpe ça. Donc, j'établis un système de distribution. Et je sais à l'heure H que là, on a encore besoin de 20 oignons. Que là, il faut déjà substituer à la... Mais attends, à la longue même, j'ai une équipe. Je passe de 100 maisons à 1000 maisons. Je quadrille la ville. Je deviens le roi des oignons. Et je suis très propre. Mes voisins ne savent même pas que je travaille. Waouh. En tout cas, je pense que ça va beaucoup aider plusieurs personnes. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de contenus qui seront partagés. Autre business. Oui. Bon, après, boire, manger. Les gens ont un problème pour se loger. Parce que, vous voyez... Mais certains disent que là-bas, ça nécessite beaucoup de moyens. Non. Pas encore. Pas encore. Si vous n'êtes pas propriétaire, n'est-ce pas? Organisez-vous. C'est tout la distribution.
trouver le logement pour celui qui cherche la location au début. Mais ne le faites pas pour trouver à manger. Faites-le avec un plan sur 5 ans. Au début, je vais montrer aux gens qui cherchent un logement, le logement. Je vais gagner quelque chose. Dans le but, moi-même, de mettre en place des logements. En même temps, de tisser des relations. Mais bien sûr, dans le milieu de la construction, est-ce que vous savez que après, quand on parle de logement, quand on parle de premier business, manger et boire, Dangote a commencé par là. Il est rapidement allé au ciment. Le ciment, c'est le logement, non? C'est le logement. Mais si je vends de ciment, c'était pourquoi? C'est pour que les gens construisent. Donc, en fait, je suis dans la chaîne de logement. Voilà. Et donc, il faut penser au logement. Pourquoi? Regardez dans cette ville. Quelqu'un prend son salaire, 300 000. Quelle est la première chose qu'il fait? Il paye là où il va dormir. Il achète le sommeil. Qui ne va pas dormir? Il achète le sommeil. Oui, les gens achètent le sommeil et ils achètent à manger et à boire. Je vous dis, réfléchissez à ce que je vous dis. Montrez-moi quelqu'un dans cette ville. Même le fou cherche quelque part pour dormir à une certaine heure. Vous voyez, les propriétaires immobiliers, ce n'est pas un logement qu'ils vous vendent. C'est le sommeil. C'est terrible. Hein? Un lieu pour dormir. C'est-à-dire, hein, ils vous vendent le sommeil, un besoin incompressible. Tu vas prendre ton argent, venir d'abord donner pour le sommeil et voir le reste après. Wow. Ça n'a jamais été dit comme ça. Hein? Ah ben oui. Donc la question que je vais poser à M. Denis, d'ici 10 ans, combien de sommeil allez-vous vendre? C'est ça la vraie question. Voilà. Et il y a la population qui monte. Vous voyez, tous les jeunes dont je parlais qui doivent aller louer là, c'est chez vous qui vont le faire. Ce n'est pas au centre-ville. C'est vrai. C'est la périphérie de la ville. Et donc, pour moi, c'est ça le deuxième. Mais on peut aussi dire que le deuxième, c'est se vêtir. Personne ne marche nu. Mais je trouve que en Afrique, il y a eu ce qu'on appelle une dégradation de l'habillement. Puisqu'à une époque, on a toléré la friperie. Même jusque-là, même avec la friperie, celui qui a le coup d'œil, il faut choisir, sélectionner, aller laver, repasser, emballer. Il peut se faire un bon pactole. Bon, davantage... il peut se faire beaucoup d'argent. Voilà, davantage... Il peut avoir même le triple même... Ah, voilà, de ce qu'il a acheté. Voilà, hein. Voilà, et davantage au Burkina Faso, nous encourageons le Coco Dunda et le Faso d'Anfani. Même avec ça, avec un peu de créativité, on peut habiller les gens. Donc après avoir mangé, quelqu'un a mangé, il a bu, il va se vêtir, il va se loger. Voilà les business là où on se trouve. Maintenant, aujourd'hui, avec l'essor de la technologie, les gens sont obligés de communiquer avec des téléphones. Voilà. Donc, être dans les accessoires de téléphone, l'électronique, c'est une belle chose. Parce que les gens ont besoin de power bank, des câbles de ceci et cela, des écrans cassés, des protèges téléphones. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut vendre. Les jeunes doivent se lancer là-dedans. Bon, il y a à vendre, hein, il y a tellement de choses là. Aujourd'hui, la gente féminine, toutes les femmes se coiffent, elles ont des mascaras, des trucs pour se faire belles. Donc, dans le domaine de la beauté également. Maintenant, dans le domaine de l'hygiène et des produits de nettoyage, des produits d'hygiène buccale, des produits d'entretien personnel. Voilà. Je veux dire que, voilà, se nourrir, se vêtir, se soigner, se loger. Voilà là où on doit se trouver. Hein. Si tu es dans ce domaine et que tu es sérieux. Non, que tu es sérieux, tu vas certainement devenir riche. Certainement. Bon, regardez nos commerçants, ceux qui sont devenus riches. Observez-les bien. Et ils ne vendent pas de voitures. La majorité n'en Merci beaucoup. Regardez les commerçants là. Tous nos commerçants là font comment? Mais ils vendent ce qu'on appelle des essential everyday for everybody. Si tu vends du pain
Je connais un étudiant qui livrait du pain pour le compte d'une boulangerie. Il avait 25 francs par pain. Il a commencé avec 30 pains. À la fin de l'année, il était à 1000 pains. À 4h30 du matin, il vient prendre du pain chaud, il livre chez les boutiquiers et dans les maisons. Il livrait 1000 pains avant 6h30. Il avait 25 000 francs par jour. Il a envoyé deux de ses cadets en France avec l'argent du pain. Les gens ne veulent pas travailler. Ça me dit quelque chose parce que quand j'étais boutiquier, effectivement, c'est pas le boulanger qui vient. Il y a un jeune comme ça qui part avec un taxi moto. Il distribue le pain dans tout le quartier. C'est lui qui distribue le pain. Et si le soir, on n'a pas vendu tous les pains, il va prendre à les remettre. Il ne paie rien. Il n'a rien dépensé parce qu'on a dépensé pour faire le pain. Il prend, il vient vous remettre et il récolte ses 25 francs. Il n'a pas travaillé. Chaque jour que Dieu fait, les gens consomment le pain. Est-ce qu'on va se passer de ça un jour? Je ne vois pas. Voilà. Mais quelqu'un m'a dit, dans mon pays natal, la farine de blé pour faire le pain, là, ça produit l'argent de 5 sacs. Un sac. Le pain te produit l'argent de 5 sacs. Même le boulanger lui-même qui fait le pain, c'est un monsieur qui est calme. Ah, il est tranquille. Combien de fois le distributeur? Alors donc, les gens consomment. Les gens doivent consommer. Et qu'est-ce qu'on consomme le plus? C'est des choses comme ça. Donc, encourageons les gens à... Ok. Merci beaucoup. J'ai vu que vous avez formé plusieurs commerciaux à travers le monde. Oui. Et à travers votre expérience, quelle est l'erreur que beaucoup de commerciaux font? Oui. Comment... Bon, on peut dire que peut-être sur le plan de la vente elle-même. Oui, sur le plan de la vente. Voilà. L'erreur que les commerciaux commettent, c'est d'être motivés par leurs propres objectifs. Si vous vous levez le matin avec l'objectif qu'il faut que je gagne 1 million, c'est malsain. Si vous vous levez le matin avec l'objectif que je dois aider qui aujourd'hui, vous serez une légende. Vous n'allez jamais vous fatiguer. Wow. Parce que si vous levez avec l'objectif qu'il faut que je gagne 1 million, un objectif atteint est un objectif qui s'éteint. Un objectif atteint est un objectif qui s'éteint. Qui s'éteint. Ça veut dire que... Donc si tu atteins les 1 million, mais tu demandes aux gens de venir masser tes pieds. Tu es tranquille, tu as réussi, alors que tu es fou. Tu n'as pas commencé. Wow. Voilà. Mais si tu dis, moi là, tant qu'il y a des hommes qui respirent sur la terre, je vais aider quelqu'un. Non, mais là, monsieur, vous allez amasser une fortune infinie. C'est l'erreur que les commerciaux font le commercial comme un employé qui travaille pour avoir un salaire. Non. Il fallait aller trouver un emploi. Nous, les commerciaux, nous, les légendes comme nous dans le commercial, c'est que nous, et c'est mon mentor qui m'a appris. Il était né en 1930. Wow. Mon mentor m'a dit, never ever. Son nom c'est Loubéhac. Loubéhac. Oui. Il m'a dit, never ever set a goal to make money. Always have a desire to help people. And when you help people, your business is unfinished. Si tu aides les gens, tu ne vas jamais finir. Ton business ne peut jamais finir. C'est un empire. Mais si tu veux gagner de l'argent, tu vas compter. Mais c'est grave. Quelqu'un qui n'a jamais eu de l'argent, quand il va atteindre 10 millions, il va souffrir de contentement. Ou bien, mais je connais des gens qui ont eu la moto, ils n'ont plus jamais rien eu. Hein. Ils ont tellement souffert pour avoir la moto. Et c'était la stagnation totale. Hein. Alors qu'ils pouvaient viser la voiture, ils pouvaient viser... Voilà. Il faut aider les gens. C'est ça. Wow. En tout cas, c'est très important. Merci. Et je pense même que c'est ce qui bloque plusieurs personnes. Quand ils se lancent dans le domaine du business, ils visent l'argent. Oh oui. Et quand tu vises l'argent, dès que les clients sachent que c'est l'argent que tu vises, alors tu les perds. Oui.
Mais quand tu te positionnes comme tu es là pour les aider. Oh non, c'est eux qui amènent leurs amis, c'est eux qui amènent leurs partenaires, c'est eux qui recommandent des gens. Et c'est très sain parce que jusqu'à présent, toi, tu es orienté vers quelque chose de pur. Aider les gens. Mais l'agent suit un homme comme ça. Ce n'est pas lui qui suit l'agent. L'agent le suit. C'est l'agent qui suit l'homme. Non, c'est l'agent qui suit. Si tu vois quelqu'un suivre l'agent, c'est un esclave. Il n'est pas mieux que les esclaves qu'on a amenés en Amérique. Parce qu'il ne va pas réussir. Bon, il peut réussir à avoir de l'argent, hein, Oui, mais avoir de l'argent ne veut pas dire qu'on est riche. Hein. On ne peut être riche que du service rendu, des résultats obtenus, des gens, et vous passez, les gens vous interpellent, les gens vous... Voilà. Là, vous êtes... Aujourd'hui, j'étais à la banque. J'étais avec des leaders, et quand je suis entré à la banque, quelqu'un m'a interpellé. Il dit, monsieur, sauf erreur de ma part, ce n'est pas vous tel. J'ai dit, c'est bien moi. Mais comment vous me connaissez? Au lieu de me répondre que comment il me connaît, il était seulement pressé de demander mon numéro. Oui. Parce qu'il craignait que le temps de répondre à mes questions, je vais lui échapper. Voilà. Donc, en fait, vous ne voyez pas que c'est des signes qui montrent que même l'argent peut vous suivre. Parce que ce monsieur-là, ben, écoute, s'il va quelque part et que les gens ont un problème, et il sait que je résous ce genre de problème, il va leur dire, attendez, appelez quelqu'un. Voilà. Et l'agent est en train de me suivre. Oui, hein? c'est vrai. Voilà, parce qu'au début, je veux aider les gens. Je ne sais pas l'argent. Voilà. Wow. Je pense que ce message, c'est un message très très fort. Toutes les personnes qui veulent devenir riches, Oui. ne poursuivez pas l'argent. Non. Trouvez comment vous pouvez aider les autres. Mais l'argent va venir seul vous trouver. Wow. Super bien. Maintenant, parlez-nous un peu du livre Prospecter sans se faire rejeter. Parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Oui. Tout le monde. Ça veut dire que dans la vie, si tu ne vends pas, on te vend. Donc, Oui. tout le monde est vendeur. Oui. Et qui parle de vente, parle de prospection. Mais oui, bien sûr. Parlez-nous un peu de ce livre. Ah, prospecter sans se faire rejeter. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce Oui, livre? en fait, j'étais au début de ma carrière, je vendais un produit qui n'est pas matériel. C'est difficile. Ah, il faut avouer, hein. Vendre des produits invisibles qui ne sont pas concrets. Vendre des produits que les gens ne peuvent pas prendre et goûter. C'est difficile. Voilà, vous venez dire à quelqu'un... Les Africains ont l'habitude de toucher. Voilà. Voilà. Et puis Oh mais payer. non, je vous dis, hein, je viens de loin, cher monsieur. Je viens de loin. Je pense que prospecter sans se faire rejeter, c'est un concept authentique dans la mesure où je n'ai pas calculé pour créer ça. Je me suis dit, mais si j'ai tant souffert, il faut que les autres aient du soulagement. Parce que tu viens, monsieur le directeur, on doit former vos employés. Ils répondent parce qu'ils sont déformés. Tu as des enfants à nourrir. Je dis souvent que je n'ai pas écrit un livre. J'ai créé un outil. Prospecter sans se faire rejeter. Parce que quand je suis rentré d'Afrique du Sud, j'ai développé avec mon épouse une entreprise de MLM. Et après, lorsque l'entreprise de MLM a fait faillite, j'étais obligé de fuir mon pays à cause des créanciers. Sur l'instigation de ma soeur cadette, et je suis parti au Tchad. C'est au Tchad que j'ai commencé à... Au Tchad, arrivé au Tchad, j'avais des dettes de 30 millions. Et il fallait rembourser les dettes. Je n'avais rien. Mais je me suis dit, je dois prospecter. Par exemple, je suis anglophone. Oui. Je suis au Tchad, non? Il y a des entreprises américaines qui viennent pour le pétrole. C'est sûr que les gens auront besoin de parler l'anglais. Mais je dois prospecter. J'ai fait ça là. J'ai même enseigné le MLM
à l'Institut supérieur du commerce et de l'administration et du management à N'Djamena. Donc, je m'en vais leur dire que vous voyez les étudiants là. Tout ce qu'on leur apprend là, pour trouver un boulot là, pour être fonctionnaire là, il y a aussi une autre alternative. Les gens disent quoi? Je dis, mais vous ne connaissez pas. Il faut qu'on enseigne ça aux étudiants. Je vous dis, on me payait 5 000 francs de l'heure. Tout ça. Parce que vendre l'invisible à l'Africain, vendre des conseils, parce que l'Africain reçoit des conseils gratuitement. Et Bien toi, sûr. tu veux lui vendre ça? Tu veux lui vendre ça? Ça a été très difficile pour moi. Je vous assure que... Et c'est ce qui a fait que... Au Tchad, il y a eu la guerre. Donc, j'ai perdu tout. J'ai sauvé ma vie en fuyant la guerre. En fuyant la guerre comme des rats. Nous avons fui le Tchad. Mais c'est un beau pays. Je suis reparti là-bas après. Et arrivé au pays, je suis là. Mon épouse avait fini par trouver un boulot grâce à sa tante, dont le mari avait créé une grande compagnie. Mon épouse était au service financier. J'ai vu mon père, quelques gens, j'ai eu un peu d'argent et j'ai organisé une conférence. Wow. J'ai imprimé des tickets. J'ai loué la salle. Personne n'est venu. Vous avez loué la salle, imprimé les tickets, personne n'est venu. J'ai vendu des tickets. Les gens disaient, le ticket c'est combien? Je dis le montant. Il dit non, donne-moi, le jour là je vais payer. Donc je réserve la salle, je paye la salle sur la promesse que les gens qui ont quand même pris des tickets, quand ils vont venir payer. Le jour là, à l'heure, j'attends. J'appelle quelqu'un. Il dit non, comment j'arrive? Il y a mariage. J'ai dit, c'est pas évident. C'était gâté comme ça. J'ai encore brouillé. J'ai changé de lieu. J'ai dit, bon, peut-être que c'est le lieu. Je veux prendre un hôtel un peu bien. Je suis encore allé grouiller, faire une deuxième conférence. Personne n'est venu. Mon épouse me regarde et dit, je t'avais demandé de trouver un emploi. Tu as refusé. Parce que l'Africain n'est pas prêt pour tes histoires. Et donc c'est comme ça. C'était dans les années 2000. Mais monsieur, là on est déjà en 2009, 2010. Ouais. À ce moment, moi je pense que j'étais en classe de 4e. Voilà. J'étais en classe de 4e. C'est-à-dire, aujourd'hui là, bon, je suis fier de prendre le micro avec vous. Hein. Ce n'est pas une affaire d'âge. Mais au moins je sais que ça fait très longtemps que je grouille dans... Bon, mon épouse me dit, bon, malgré ça, tiens, je te prête cet argent. Voilà. C'est la dernière fois. Mon cher, je suis allé maintenant dans un hôtel 4 étoiles. J'ai payé avec l'argent qu'elle m'avait donné. J'ai imprimé maintenant des tickets dans une agence de conception de communication professionnelle. Je suis allé là-bas. Ah. À l'heure là, personne ne vient. J'attends, personne ne vient. J'appelle, oui, j'arrive. Non, commence. Tu avais dit qu'on paye, non? Je vais payer. À un moment donné, je me suis retrouvé assis au sol, en train de pleurer. Ma veste était mouillée de mes larmes. Donc, c'était le désarroi, c'était la catastrophe. Ma vie était amère, il n'y avait pas d'appétit. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je me suis retrouvé, j'ai allumé l'ordinateur, j'ai mis le vidéoprojecteur et j'étais en train de dire, voilà, mesdames, messieurs, comme vous voyez cette image, c'est que j'explique. Vous voyez? Voilà. Malgré qu'il n'y avait personne dans la salle, vous avez commencé votre conférence. Il n'y avait personne. J'étais fou. Quand je commence alors, et je parle, j'explique, je vous le dis. Voilà, parce que c'est comme ça. Je vois la porte s'ouvre comme ça.
Une personne rentre. Non, c'est les employés de l'hôtel. Ah, qui veulent vérifier est-ce que le gars n'est pas fou. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un ouvre, il regarde, il ferme rapidement. À partir de l'instant là, toutes les 5 minutes, la porte s'ouvre, 3 personnes envoient leur tête. Oh, c'est vrai, il ferme la porte, groupe. Maintenant, on est allé, même les curieux venaient regarder. Je n'avais pas le temps. J'expliquais, je faisais. À la fin, je suis venu me tenir à la porte. Merci d'être venu. Je vous remercie d'être venu. Prochainement, on sera nombreux. Je pense qu'on sera nombreux à la fois. Et c'est comme ça. J'ai emballé mes affaires. Quand je sors de la salle, là, les premiers employés de l'hôtel qui me voient, les gens ont failli se blesser en fuyant. Ils disent qu'il y a une secte dans la... Comment on fait une formation et on ne voit pas les participants? C'était avec des génies. Mais le type, méfiez-vous de ce jeu. Et pourtant, en fait, c'est ça. Wow. Et je me suis dit, pour avoir été autant rejeté, et qu'après j'ai trouvé le chemin, je me suis dit, d'autres personnes vont souffrir de ça. Il vaut mieux que je leur propose un outil, un système, pour leur permettre de surmonter ce genre d'épreuve. Ne pas le choc. Voilà pourquoi on a prospecté. Je pense que je peux avoir le livre là. Bien sûr, bien sûr. On a le livre qui est avec nous. Prospecter sans se faire rejeter. Oui. Donc c'est comme vous parlez, vous avez vécu l'expérience. Mais oui, bien sûr. Donc c'est pas uniquement la théorie. Non, je ne suis pas. C'est pas un témoignage que je fais. C'est pas un reportage que je fais. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'informer les gens. Non, non. Wow. C'est mon histoire même. Donc toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, en bas ou en haut de la vidéo, vous allez voir un numéro. Vous pouvez contacter le numéro pour se procurer de ce merveilleux livre. Absolument. Yes, merci beaucoup. Voilà. Donc c'est aujourd'hui, nous avons révolutionné le business du livre, dans la mesure où le livre lui-même, à notre avis, n'est pas... c'est juste un produit d'appel. Pas un livre comme les autres. Voilà. Derrière, il y a une série d'entraînements. Nous voulons que l'auteur ne soit pas inconnu du lecteur et que le lecteur ne soit pas méconnu de l'auteur. Nous avons créé un concept innovant où le lecteur doit être en contact avec l'auteur. L'auteur sera capable de lui dire, voilà pourquoi cela a été écrit comme ça. Et maintenant, vas-y, applique. Et reviens pour qu'on puisse faire le point. Ça, c'est nouveau, quoi. Même les Américains n'ont pas créé quelque chose comme ça. Habituellement, souvent, les gens... les livres qu'on a l'habitude, tu ne sais pas qui a lu le livre, tu ne sais pas il fait quoi. Voilà. Il n'y a plus de contact. Voilà. On vend les livres, chacun prend, prend. On regarde seulement qu'on a vendu 5 000 exemplaires et on a gagné notre argent. Non. Nous voulons aider les gens. On ne peut pas vendre des livres. S'il fallait vendre des livres... Donc ça veut dire que si vous vous procurez ce livre, vous serez en contact avec l'entraîneur d'excellence. Bon, moi j'ai déjà mon livre. J'ai déjà mon livre parce qu'il y a certaines opportunités qu'il ne faut pas louper. Il ne faut pas louper certaines opportunités. Je pense qu'actuellement, le prix promotionnel, ça fait 50 000. Oui. C'est le tarif qu'on a collé aux entraînements. Okay. Un livre, on peut le donner, mais l'entraînement est obligatoire. Ok. Donc, ça va au-delà du livre. Bon, si vous voulez payer le livre, allez lire, c'est pas possible. Non. Donc, c'est pas possible. Il y a un accompagnement après avoir lu ce livre, après avoir acheté ce livre. Absolument. Entraîneur, quelle est l'erreur que vous avez commise dans votre vie, dans le domaine de l'entrepreneuriat, que vous ne désirez pas que quelqu'un commette la même erreur? Ouais. C'est une question un peu pointue, mais je me dis que dans votre parcours, vous avez fait quelque chose qui vous a marqué tellement que vous pouvez partager cette expérience à quiconque qui va regarder la vidéo pour ne pas aussi faire ces mêmes erreurs. Bon, je pense ou bien il y en a tellement. Il y en a. Il y en a tellement. J'ai l'habitude d'être quelqu'un de humble. Je n'aime pas qu'on me connaisse davantage pour mes prouesses. J'aime qu'on me connaisse pour mes défauts, mes fautes, mes erreurs. Parce que
j'ai commis l'erreur de rembourser 30 millions de dettes alors que j'avais une entreprise dans laquelle je devais investir. Donc vous avez votre entreprise investi. Oui, mais attends, j'ai une dette de 30 millions. Oui. 10 millions avec elle, 5 millions avec elle, 1 million par là-bas, tout ça là. De tous ces 30 millions. J'arrive au Tchad et je me bats. Je gagne 5 millions, 2 millions, 1 million. Chaque fois que je gagne, je porte, j'envoie pour payer. Donc ça veut dire que vous vous êtes précipité pour éponger la dette. Ça ne devait pas être le cas. Pourtant, l'entreprise avait besoin de financement. Voilà. J'ai fini de payer les dettes et j'étais toujours au chômage. J'étais toujours en danger. Ça, c'est une erreur. Aujourd'hui, je ne referai pas ça. Pourtant, je me disais que l'argent que vous avez eu, au lieu de se précipiter pour payer les dettes, vous investissez dans l'entreprise. Et l'entreprise, en retour, va me Mais non, je n'ai pas fait ça. J'ai subi la pression, une pression même illégitime, mensongère des créanciers. Quelqu'un qui m'a donné 10 millions, il n'a pas fait. Il ne va pas dire que c'est parce que... Il ne va pas dire que parce que je n'ai pas payé ça en mai et que je vais payer ça en décembre, il va mourir. C'est vrai. Voilà. J'étais naïf. C'est vrai. Voilà, donc je me dis que je devais peut-être sur ces 10 millions lui donner une partie. Voilà. Ça, je vous dis... Juste pour prouver que ça sera payé. Non, c'était pas comme ça. Je pense que ça a été une erreur. Et maintenant, ouais, je pense que c'est une erreur. En tout cas, c'est une erreur. L'autre erreur aussi, peut-être que à mes moments difficiles, j'ai recouru à la recherche de financement tellement que c'est un problème. De rechercher des financements, de vouloir qu'on te donne de l'argent. Tu rentres même dans là où tu ne dois pas rentrer. Heureusement, Dieu m'a préservé. Mais je dirais aux jeunes de rester calme maintenant. Quand tout va vraiment mal. Quelqu'un qui sent vraiment mal est calme. Hein? Il est calme. Voilà. Parce que dans notre jargon, on dit que quand tu vois une chèvre qui crie, ça veut dire que cette chèvre n'a pas soif. C'est ça. La chèvre qui est calme, tranquille dans son coin, c'est elle qui a la soif. Mais, comment est-ce que vous pouvez comprendre tout? Je me dis, non. Voilà. Merci beaucoup. On va finir maintenant par notre événement qui vient le 31 mai. Et ça sera à Azalaï. Oui. Et parlez-nous un peu de cet événement parce que je pense que c'est l'une des premières conférences que vous animez au pays des hommes intègres. Wow. Alors, franchement, j'invite les gens parce que vous ne pouvez pas gagner la prospérité sans prospecter. Donc, le 31 mai, c'est une masterclass qui sera livrée par moi-même en personne. Les gens peuvent chercher sur Internet pour voir qu'est-ce que je représente. Mais le 31 mai, nous allons faire que la personne qui arrive avec des difficultés reparte en tant que créateur d'opportunités. Wow. La prospection, voilà pourquoi ce n'est pas enseigné à l'école. Non, nulle part. Merci. La prospection est un art dont les artistes sont rares. La prospection, c'est un art dont les artistes sont rares. Ouais. Mais regardez autour de vous. Tellement les gens ont écrit des livres, mais ils ne s'hasardent pas à écrire sur la prospection. Parce que c'est une question clé. Je peux écrire un livre sur le mindset, sur plein de choses. Mais quand on parle de prospection, on a envie que la personne qui ait cet outil puisse gagner du chiffre. C'est vrai. Voilà, et tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas être théorique. La prospection,
c'est oser exposer. Ou bien oser s'exposer. Mais oser exposer ce qu'on veut proposer. C'est pas le choix. Oser exposer ce qu'on veut proposer. Alors que les gens sont en train de s'y opposer. C'est trop fort. Et il faut te poser. Wow. Il faut te poser. Wow. Quand on veut oser exposer ce qu'on veut proposer aux gens qui cherchent à s'y opposer, il faut te poser. Tranquille, tranquille. Hein? Et donc, c'est ça que nous apportons. Franchement, si quelqu'un ne vient pas le 31... Je pense que ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Vous voulez vous marier, vous allez prospecter une fiancée. Bien sûr. Bon, vous voulez trouver une meilleure école pour vos enfants, vous allez prospecter. Regardez. Peu importe ce que tu fais, tu le fais avec des gens. Merci beaucoup. Donc, tu es tout le temps en mode prospection. Wow. Et donc, chaque être humain que vous voyez là est votre prospect. Wow. Très, très bien. Donc, il faut bien que les gens viennent le 31. Donc, les amis, si vous êtes au Burkina Faso, au pays des hommes intègres, vous ne devez pas rater cette occasion. Que vous soyez à Ouaga. Parce que les gens vont quitter Ouagadougou. Les gens vont quitter Koudougou, Bobo, Banfora, je dirais quoi, Fadam Gourma pour être là. Pour être là à cet événement. Ça veut dire que si tu es à Ouaga, la moindre des choses, c'est de se déplacer facilement pour ne pas que les gens quittent ailleurs pour venir prendre les premières places ici. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas rater. Je pense que présentement, le ticket fait 15 000 francs. Si vous regardez en bas ou en haut de la vidéo, vous allez voir un numéro. Vous pouvez contacter rapidement. Si les tickets restent, vous allez pouvoir en avoir parce que la salle ne prend que maximum 700 à 1000 places. Et à l'heure où je vous parle, plusieurs tickets sont déjà partis. Donc, contactez rapidement pour rentrer en contact avec l'entraîneur d'excellence et vous allez voir que cette année 2026, beaucoup de choses vont changer dans votre façon de vivre, beaucoup de choses vont changer dans votre façon de prospecter, dans vos différents business, beaucoup de choses vont changer et ça se passe le 31 mai 2026 du côté de Azalai Hotel. Merci. Entraîneur, votre dernier mot avant qu'on puisse terminer. Bon, mon mot de la fin, c'est de dire à ceux qui nous écoutent de vous suivre. Merci. C'est de dire à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a une vitalité en Afrique, qu'il y a un dynamisme en Afrique, que nous ne sommes plus obligés, je vais le dire, ça n'engage que moi, nous ne sommes plus obligés de citer Épictète, Aristote, Platon. On n'est plus obligé. Oui. Je préfère l'homme qui a transpiré ici, à côté de moi, et j'ai vu, plutôt qu'un inconnu dont je ne sais pas s'il avait des avantages pour faire ce qu'il est en train de faire. C'est vrai. Donc je vais encourager les gens à vous suivre, à vous suivre, à vous suivre. Parce que s'ils vous suivent, quelque part, je serai un peu à côté avec vous. Et je vais dire, la porte de l'avenir n'appartient à personne. Beaucoup de gens se comportent comme si l'avenir, là, la porte pour entrer là-bas, est gardée par les riches, est gardée par le gouvernement, est gardée par... Non. La porte de l'avenir n'appartient à personne. Mais ce n'est pas une porte qui s'ouvre parce que tu es arrivé, on ouvre la porte. Il faut casser la porte là. Il faut casser la porte. Ouais. Wow. Je vous autorise à être des braqueurs. Quelqu'un qui va braquer la porte de l'avenir. Wow. Quelqu'un qui ne va pas arriver devant la porte de l'avenir. On a écrit prospérité, réussite. On a écrit bonheur, paix, Richesse. richesse. Et toi, tu restes là pour attendre qui va ouvrir. Tu vas ouvrir. Tu casses la porte. Et tu rentres. Oui. Parce que deux choses ont forgé les grands. Le courage et l'action. Courage et l'action. Et le courage de casser cette porte. Parce que le bandit au quartier, quand il regarde, il voit qu'il n'y a personne, il casse une porte. C'est un courageux.
Et c'est un homme d'action. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui hésite. Je ne vous envoie pas voler. Mais je vais vous dire, si l'avenir appartient à Dieu et qu'il y a une porte pour entrer là-bas, casse la porte. Entre. Dieu va réparer. Wow. Merci beaucoup. Merci. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que, comme je l'ai dit, nous allons partager beaucoup de contenu. Entraîneur, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour ce contenu que vous venez de partager. Je pense que ça va aider toutes les personnes qui vont la suivre. Moi-même, j'ai vraiment aimé. J'ai appris beaucoup de choses. Et je sais que je vais commencer à changer certaines choses, certaines façons de faire certaines choses. Et du coup, les résultats vont changer. Absolument. Une fois de plus, merci beaucoup. Merci. Ce fut un plaisir. Merci. Merci. Et à très bientôt. Merci.